Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de notre podcast sur la sexualité périnatale avec Anne, qui est sage-femme, sexologue spécialisée en périnatalité, enseignante en haute école. Et je crois que j'oublie quelque chose. Bonjour Anne, tu me corriges? Bonjour. Oui, non, c'est très bien, c'est parfait. C'est juste que j'ai aussi la compétence d'être une coach. Voilà, coach de vie. Ah oui, tout à fait. Il me semblait bien que ma mémoire... C'est OK. Eh bien, merci d'être là pour la suite de cet épisode. Donc, Merci, pas à toi. la fois passée, nous avions parlé donc de la sexualité pendant l'accouchement, pendant la grossesse, pardon. Donc une sexualité qui est tout à fait possible sans contre-indication. Et si mes souvenirs sont bons, c'était même recommandé de maintenir une certaine intimité et que c'était l'occasion donc de varier finalement les rapports sexuels au niveau des positions. On a aussi longuement parlé, souligné du sexe non pénétratif. Et voilà, donc un petit peu en résumé ce dont nous avions parlé la fois passée. Et donc j'invite les personnes qui commencent par ce deuxième épisode à écouter le précédent qui était très très intéressant et très riche en informations. Et cette fois-ci, merci à toi, cette fois-ci nous abordons donc la sexualité postnatale. Et peut-être avant de parler de cette sexualité après l'accouchement, j'ai juste une question pour toi, Anne. Donc, info ou intox, le fameux mythe du sperme pour déclencher l'accouchement. Donc, en fin de grossesse, parfois on est fatigué et on a envie que ça vienne au plus vite. Donc on sait tu vois, on sait de nouveau une croyance. Donc on parle de marcher, enfin de plein d'autres choses, et notamment d'avoir des rapports sexuels parce que les spermatozoïdes faciliteraient l'accouchement. Est-ce une info ou une intox? Alors, donc c'est plutôt une info. Donc en effet, dans le sperme, il y a ce qu'on appelle des prostaglandines, qui est en fait une substance qui va permettre de maturer le col de l'utérus. Donc c'est vrai que on peut avoir en effet un déclenchement naturel grâce donc au sperme, mais par contre il faut pour ça que déjà il y ait une certaine forme de maturation qui se soit faite aussi de manière naturelle. Et ça c'est important de le dire parce que du coup ça peut donner des craintes et se dire si ça mature le col en fin de grossesse, pourquoi est-ce qu'alors ça ne le maturerait pas à un autre moment de la grossesse? Eh bien tout ça est une question tout simplement de maturité naturelle d'un point de vue hormonal et chimique, que ce soit du côté fœtal et du côté maternel. Alors à ça et donc à l'intérêt donc en effet du sperme qui peut déclencher naturellement une naissance. On a aussi la libération de l'ocytocine qui est une hormone qui va agir sur les fibres musculaires de l'utérus et qui peuvent aussi donc induire des petites contractions, mais à partir du moment, encore une fois, où il y a une forme de maturation naturelle qui s'est créée aussi chez la femme. Et donc ce déclenchement d'ocytocine peut se faire soit par le déclenchement avec un orgasme, soit par la stimulation au niveau de la poitrine. Donc voilà, donc ce sont des méthodes naturelles, je dirais, qui sont liées avec la sexualité, qui peuvent également aider, tout comme le rapport pénétratif, comme le pénis peut venir stimuler également le col, peut aussi venir modifier le col. Mais alors je tiens vraiment à bien le redire et à préciser que ceci ne peut se faire que lorsqu'on est vraiment dans, comment dire, déjà une maturation naturelle, hormonale, chimique et également voilà du côté fœtal qui se réalise puisque, et j'ai bien insisté aussi pendant la grossesse, tout ça ne permet pas de déclencher un accouchement lorsque finalement c'est pas le moment. Donc en fait ça peut un tout petit peu accélérer, d'accord, mais c'est pas ça non plus qui va être d'office comment dire la manière de lancer un travail quoi. Voilà, on va dire que c'est une méthode de soutien. Voilà. Excellent. Oui, ok, super, merci. Je pense que c'est une info assez intéressante parce que
on l'entend, mais après, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, comme beaucoup de choses. Tout à fait. Et donc, une fois qu'on a son petit bout de chou, qu'il est arrivé, donc c'est normal d'avoir une période d'inactivité sexuelle après ces premières semaines. Et puis, à un moment donné, on reprend graduellement, il me semble. Et donc, on se pose souvent cette fameuse question de quel est le bon moment pour reprendre l'activité sexuelle, du coup, après un accouchement. Alors, le bon moment, si je dois répondre vraiment là, ce sera évidemment le moment qui convient aux deux personnes lorsqu'ils sont bien sûr dans le désir de vouloir reprendre une activité sexuelle. Donc ça, c'est, je dirais, une réponse très très générale, mais j'aimerais quand même pouvoir apporter quelques points d'attention par rapport à ça. Donc, lorsqu'on parle justement de l'activité sexuelle, et je pense qu'on l'a déjà évoqué dans la première partie, quand on a parlé de la grossesse, l'activité sexuelle ne se résume pas à la pénétration ni à l'attouchement, je dirais, des organes sexuels. Quand on parle d'activité sexuelle, on englobe également toute l'intimité, la tendresse, l'attention, les caresses, le massage, le slow sex également, la connexion, les baisers. Donc voilà, donc ici pour moi, pour répondre vraiment, je pense de manière précise à cette question, j'aurais envie de pouvoir justement, comparer ces deux types, si je puis dire, d'activités sexuelles. Donc en ce qui concerne toute la partie intimité, tendresse, attention, caresse, massage, baiser, etc., eh bien évidemment, c'est tout de suite. Il n'y a aucune contre-indication à se faire masser, à se connecter à l'autre, à embrasser l'autre sur la bouche, sur n'importe quelle partie du corps, à se caresser et avoir de l'intimité ensemble, je dirais même juste après l'accouchement. Ça va vraiment permettre de venir créer en fait une alchimie, une connexion, etc. au sein du couple, et ça va permettre de venir nourrir correctement justement le couple. Donc ça, c'est tout de suite, voilà, il n'y a aucune contre-indication, voire même on a vraiment envie de le valoriser dès le départ. Alors, en ce qui concerne maintenant, je dirais, l'activité sexuelle qui inclut les organes sexuels et la pénétration, alors en sachant qu'on peut évidemment avoir une relation où on touche les organes sexuels sans forcément qu'il y ait une pénétration, alors là, évidemment, on assiste à un ajournement de cette reprise d'activité sexuelle dans le postnatal qui est fort lié aux séquelles éventuelles physiques que la femme a pu avoir, donc une éventuelle déchirure, une éventuelle épisiotomie. Qui forcément va créer un inconfort, peut également créer des douleurs, qui va faire qu'évidemment elle ne va pas être encline et dans le désir bien sûr d'avoir envie qu'on touche à ses organes sexuels et peut-être encore moins qu'il y ait une pénétration. Donc ça, c'est voilà. Par contre, il est important de pouvoir investir positivement cette zone, je dirais cette zone intime le plus rapidement possible, de manière à ce que, on puisse, lorsque la femme se sent prête et l'homme aussi, et je vais venir dessus également, elle puisse être en toute confiance par rapport à ses organes sexuels et à cette pénétration. Alors, au niveau vraiment de ce qui est la notion de la pénétration, évidemment, on va proscrire toute pénétration tant qu'il y a une douleur qui est présente, donc du côté féminin, une douleur qui est en lien ou non avec une séquelle physique comme j'ai parlé précédemment. Il faut savoir que la douleur, évidemment au niveau du périnée, peut être entre grands guillemets normale étant donné qu'il y a une lésion qui est présente, mais elle doit disparaître, on va dire, dans les 2 à 3 semaines. Il est très important de ne pas laisser une douleur s'installer, de se dire c'est normal, j'ai eu une épisiotomie, j'ai une déchirure, donc du coup je vais mordre sur ma chique et c'est normal que j'aille mal pendant 6, 7 semaines, 3 mois, 4 mois, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la douleur s'installe alors qu'on a la cicatrisation qui est réalisée, qui est finalisée, il est nécessaire de ne pas laisser s'installer le problème et de pouvoir justement à ce moment-là avoir une consultation pour pouvoir être accompagné par rapport à ça. Alors, donc, au niveau pénétratif,
on entend beaucoup au niveau médical de ne pas avoir de pénétration avant les 6 semaines du postnatal. Oui. Alors, donc ça, c'est ce qu'on entend beaucoup. Donc, moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est qu'on reprend la pénétration quand on est OK, tout le monde, hein, donc aussi bien l'homme que la femme, bien évidemment, et que bien sûr, il ne faut absolument pas brusquer et aller trop rapidement dans cet espace pénétratif. Donc, ça veut dire que ça laisse l'ouverture et la possibilité aux gens de la reprendre avant les 6 semaines. Mais ce qui est très important, c'est que si il y a un rapport pénétratif qui arrive avant les 6 semaines, il est important que l'on mette un préservatif, d'accord? Même s'il y a un autre moyen de contraception. C'est-à-dire que si la dame a repris une contraception voilà, progestative ou peu importe, je vais dire, il faut placer un préservatif. Pourquoi? Parce qu'il y a encore, jusqu'à la fin des 6 semaines, une cicatrice au sein de l'utérus qui est en fait le reste du placenta. Donc le placenta s'étant décroché à l'accouchement, il y a une cicatrice qui s'est faite dans l'utérus et les pertes de sang que la femme a en postnatal, qu'on appelle des lochies, sont en fait le reflet de la cicatrisation. D'accord? Donc, ça veut dire que tant que la cicatrice est présente, il y a un risque infectieux. Et donc, il faut éviter à ce moment-là que du sperme ne puisse passer, bien sûr, au niveau du col et aller sur la cicatrice et donc risquer d'infecter. Donc, voilà. Donc, le message, il est celui-ci. Pénétration pas avant 6 semaines, d'accord, pour ces raisons infectieuses. Mais si elle arrivait avant, parce que aussi bien du côté féminin que masculin, eh bien, on est tout à fait OK avec cette reprise pénétrative, hein, puisqu'il n'y a pas de douleur, etc. à ce moment-là, alors on utilise un préservatif pour éviter les risques infectieux. Et ça, même s'il y a donc un autre moyen de contraception qui est mis en place. D'accord, ça c'est une information hyper précieuse. Ah ouais, merci. Je ne l'avais jamais entendu et en fait, ouais, c'est très important de savoir que oui, c'est OK tant que on peut avoir des rapports tant que les deux sont OK, qu'il y a du désir, qu'il n'y a pas de douleur, mais attention, préservatif tant que cette cicatrisation n'a pas eu lieu. C'est vraiment pour la santé. En fait. Je voudrais aussi ajouter quelque chose, si je peux. Bien sûr. C'est d'insister sur le fait que plus la sexualité était harmonieuse pendant la grossesse, et mieux souvent elle va reprendre son, je dirais également une harmonie en fait dans le postnatal, d'accord. Mais le tout, c'est de se mettre dans une dynamique en fait de réinvention. Mais je reviendrai encore également sur cette notion-là. Mais voilà, j'aime bien le dire. Régulièrement, ça, c'est que bien sûr la qualité de la sexualité qui précède forcément le postnatal est importante pour une reprise également harmonieuse dans le postnatal. Oui, tout à fait. Et donc tu parles de réinvention. Justement, j'aimerais savoir, quand tu parles de réinvention, quels sont tes conseils pour justement des personnes qui souhaitent revivre une activité sexuelle normale, parce que finalement, il y a parfois une inquiétude à ce retour à une sexualité dite normale après l'accouchement, parce qu'il y a quand même quelque part, on a déjà parlé des conséquences physiques, mais le statut aussi psychosocial de la femme qui devient mère, ces fameuses injonctions quelque part, la femme est un petit peu sacralisée. Parfois, on a tendance à ne plus faire l'amour comme avant, un petit peu. Comment le couple peut s'ajuster, se réorganiser le mieux possible pour favoriser cette relation sexuelle quand ils deviennent parents. Tout à fait. Donc c'est vrai que le postnatal est une période assez sensible, hein, puisqu'il y a eu, comme on l'a dit, ces préjudices éventuellement corporels chez la femme. Alors chez l'homme, ce n'est peut-être pas présent, mais il ne faut pas minimiser aussi l'impact parfois de la vue de ce qui s'est passé à l'accouchement, qui a aussi bien sûr une influence sur la manière dont l'homme va être enclin ou non à reprendre cette sexualité. Et c'est une période sensible aussi parce qu'elle induit du coup une déstabilisation d'un point de vue psychologique, parce que comme tu l'as évoqué,
on passe vraiment dans ce statut de mère, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis, il y a toute cette chute hormonale qui est présente. Et donc, encore une fois, cet impact de ce que l'homme aussi, donc si je prends le volet masculin, de ce que l'homme a pu voir au moment de l'accouchement. Donc ça, voilà, c'est en effet quelque chose d'important à bien redire. Alors, par rapport aux conseils qu'on peut donner, d'abord, tout dépend de ce qu'on appelle une sexualité, comme tu as dit, dite normale. Voilà, puisque c'est vrai qu'en sexualité, il n'y a pas de normalité. Tout, en fait, est OK, que ce soit en termes de fréquence, de plaisir, de désir, etc., à partir du moment où ça ne pose pas une difficulté de manière individuelle et aussi forcément au sein d'un couple, d'accord? Donc, ce qui va sortir de la normalité, c'est tout ce qui va être, qui va sortir du consentement, donc qui va se faire sans le consentement à 100% d'un côté ou de l'autre, peu importe. Donc, si je reviens donc sur cette notion de cette sexualité normale, j'aurais envie de dire que cette sexualité normale doit être une sexualité sans douleur, bien évidemment, que ce soit des douleurs liées aux éventuels préjudices corporels ou pas, aux douleurs parfois qui sont aussi ligamentaires, qui sont aussi au niveau des différents nerfs, etc. Une sexualité qui doit se faire dans le désir. Donc l'importance que chacun se sente libre de pouvoir se positionner et de pouvoir mettre ses propres limites. Donc forcément une sexualité aussi qui amène du plaisir, et je parle pas forcément du plaisir et de l'orgasme, enfin la notion orgasmique, mais la notion aussi du partage, voilà. Une sexualité donc qui est satisfaisante et surtout avec un consentement, c'est-à-dire un consentement qui est libre, qui est éclairé et qui est actualisable. Ça, c'est très important aussi, cette notion d'actualisable, parce que parfois, on peut se dire, ok, je me sens prête à pouvoir reprendre peut-être tel type de pratique sexuelle. Et puis finalement, quand on est dans ce moment, eh bien, on peut se dire, non, tout compte fait, là, je ne le sens pas. Et donc, des fois, eh bien, j'entends dire, oui, mais comme j'ai dit oui, j'allais pas revenir sur ce que je venais de dire, quoi. Si, ça c'est important de pouvoir actualiser ce consentement et que le consentement soit également très enthousiaste, c'est-à-dire qu'on soit pas dans une pression qui est mise ou je vais le faire parce que la raison de le faire c'est pour que mon compagnon n'ait pas à voir ailleurs ou que je puisse le satisfaire, etc. Donc ça, je voulais m'arrêter sur ce petit point et cette notion justement de normalité, de se dire, voilà, quelque chose de normal, en fait, c'est quelque chose qui passe par un consentement et où donc ça inclut pas de douleur, où ça inclut forcément du désir, du plaisir, quoi. Donc ça, c'est important. Alors, par rapport aux conseils maintenant précis que je peux donner, d'abord, la première chose qui est souvent, finalement, une demande que j'ai dans mes consultations, c'est j'ai envie de revoir la sexualité que j'avais avant. Et donc, peut-être une des premières choses sur lesquelles voilà, on va travailler d'abord, c'est justement de sortir de cette envie un peu de performance, de dire je veux redevenir absolument comme avant, parce qu'inévitablement, on n'est plus comme on était avant. Le corps a bougé, le corps s'est transformé, on a un statut qui est devenu différent. Et donc, en fait, ce que l'on va proposer, c'est de pouvoir s'adapter et justement d'aller dans une nouvelle exploration du corps et une réinvention de la sexualité. Et donc, et ça pour moi c'est une clé vraiment pour aller vers une sexualité épanouissante dans le postpartum, c'est d'utiliser la période du postpartum comme un tremplin. C'est-à-dire un tremplin, une clé de découverte d'une nouvelle sexualité, d'une réinvention. Et c'est-à-dire aussi se permettre dans ce moment-là de venir questionner la sexualité, les croyances que j'avais avant et ma manière de fonctionner et comment est-ce que du coup ce nouveau statut, ce nouveau corps, comment je vais le réapprivoiser justement pour pouvoir être dans une réinvention et accepter en fait que je vais découvrir quelque chose finalement de nouveau. Donc pour pouvoir aller sur ce chemin, il est très important bien sûr de prendre le temps et de savoir que ce chemin est différent pour tout un chacun. Ça c'est aussi quelque chose d'essentiel puisqu'on a tendance souvent à se comparer, dire oui mais ma copine, ma tante, ma cousine, ceci, cela m'ont dit que et moi je suis pas comme elle donc voilà j'ai un problème. Eh bien pas du tout, on est tous tout à fait différents et donc c'est hyper important de prendre le temps qui nous est nécessaire.
Donc, prendre le temps pour soi, déjà, mais aussi pour renouer des liens avec son propre corps et avec son sexe, bien sûr, qui a été un lieu de passage, forcément à l'accouchement. Même si ça a été une césarienne, hein, donc parce qu'il y a aussi souvent ça, mais quand c'est une césarienne, du coup, il n'y a pas eu ce passage par le bas, mais tout de même, voilà, la naissance est quand même un acte sexuel en soi, et donc ça demande quand même de renouer avec son sexe clairement. Donc c'est aussi aller sur ce chemin de s'accueillir à nouveau comme une femme sexuée, hein. Tu parlais de la notion de la madone, de la sacralisation de cette femme enceinte aussi, et donc forcément cette femme qui vient de donner la vie, mais c'est de pouvoir se réaccueillir comme une femme tout à fait sexuée. Et aussi d'aller ainsi travailler sur toute la notion de la sensualité. Voilà, et donc dans ce rôle, en fait, ce rôle que j'ai envie de m'assigner comme une amante, éventuellement, comme une amoureuse aussi, et plus exclusivement comme une mère, et de se donner l'autorisation, bien sûr, de se dire, malgré que je sois mère maintenant, je peux aussi avoir ce rôle de sexualité. Alors, autre conseil, c'est également de pouvoir recevoir une rééducation du périnée, quel que soit le mode d'accouchement, hein, donc qu'on soit sur un accouchement par voie basse ou par une césarienne, puisqu'on sait que le périnée, évidemment, est un espace important dans la sexualité, que ce soit par rapport au plaisir que l'on va ressentir pour soi, aussi par rapport à l'autre. Et donc, rééduquer le périnée, évidemment, quelque chose d'important, mais qui doit se faire aussi de manière progressive en respectant le rythme de chacun. Alors, importance de pouvoir remettre le corps en mouvement aussi, hein, donc ça c'est bien, donc pouvoir bouger le bassin, etc. C'est quelque chose de très, très positif pour retrouver donc une sexualité aussi dans le plaisir. D'aller vraiment au sein du couple un peu interroger la communication pour pouvoir justement permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer par rapport à ses désirs. Et aussi par rapport à ses propres limites, encore une fois, qui sont des limites qui sont actualisables régulièrement. Donc ça, c'est aussi, pardon, donc je pense un volet très important quant aux conseils que l'on peut donner au couple dans la reprise de la sexualité. C'est de réfléchir aussi ensemble à un moyen de contraception, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Une fois que le bébé est là, forcément, la femme va redevenir potentiellement féconde. Et donc, c'est important de pouvoir réfléchir ensemble à une contraception qui correspond à tout le monde. C'est important aussi de pouvoir passer du temps à deux, hein, et pas qu'exclusivement tout le temps avec la présence du bébé, mais aussi s'octroyer des moments à deux. Alors on me dit oui, mais le bébé est petit, donc il faut s'en occuper tout le temps. C'est vrai, il faut être très disponible, mais il y a quand même des périodes où le bébé peut dormir, et parfois on remarque que quand le bébé dort, on va passer son temps à vite aller faire une manne de linge, à vite faire les repas, à ranger, à faire ceci, cela, donc à mettre en priorité des tâches parfois ménagères ou d'autres choses, et pas forcément le couple. Donc c'est peut-être se dire, allez, je sais pas moi, 1 ou 2 journées sur la semaine, quand le bébé fait sa sieste, on va passer du temps à deux à ce moment-là, même juste on reste ensemble dans les bras, on se regarde un film, enfin peu importe, mais quelque chose où on va vraiment rester ensemble. Et alors aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir créer un espace érotique, puisque il n'est pas rare que le bébé accompagne les parents dans la chambre, hein, donc en tout cas les premières semaines ou les premiers mois, il y a beaucoup du cododo, etc., qui est quelque chose évidemment de super top, mais par contre, ça ne laisse pas forcément place à l'érotisme. Et donc, c'est important de pouvoir créer au sein de la chambre un espace érotique, ou de créer un autre endroit de la maison, un espace érotique, c'est-à-dire un espace qui va venir honorer le rapprochement des corps et la sensualité, et voilà. Voilà, et bien sûr développer toutes les alternatives à la pénétration, et c'est là aussi où la postpartum peut vraiment être une clé, vraiment être un tremplin en fait pour découvrir de nouvelles sensations, parce que voilà, si on était principalement avant ça sur une sexualité qui était très pénétrative, comme ici, peut-être avec les douleurs, etc., c'est des choses qui va être plus inconfortable, c'est justement le moment de venir explorer en fait autre chose. Voilà.
Oui, merci. Tu as dit vraiment pas mal de choses qui m'ont parlé et qui ont résonné. Parce que, oui, c'est vrai qu'il faut le dire, je ne l'ai pas mentionné avant, mais cette périnatalité est une période vraiment difficile, on va dire, qui peut être de crise pour le couple, puisqu'on constate clairement un taux d'infidélité qui augmente à ce moment-là. Donc c'est vraiment important d'écouter tes conseils parce que oui, cette sexualité, en tout cas l'intimité est tout à fait possible et recommandée pour justement éviter ou en tout cas permettre de traverser cette crise au mieux pour le couple. Tout à fait. Et donc oui, important de comprendre qu'il faut se reconnecter, prendre le temps de se reconnecter à soi, à son corps, comme tu l'as dit, on a évolué, donc quelque chose. Il faut réinventer la sexualité. J'aime vraiment bien cette expression. On évolue et les choses ne sont plus comme avant. Et donc oui, forcément. Ça permet aussi de casser la routine parce que finalement, les gens se plaignent de la routine. Et bien là, en fait, ils ont vraiment cette occasion d'évoluer, de réinventer et de trouver, comme tu le dis, des alternatives à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et j'ai beaucoup aimé aussi quand tu parles de limites actualisantes ou actualisables, je ne sais pas vraiment comment c'est correct de le dire en français. Et oui, en fait, c'est vraiment important de s'écouter en fait dans l'instant. Et c'est très beau et de le communiquer finalement, de communiquer à son partenaire. La communication sexuelle est primordiale à chaque étape finalement de la vie de couple et encore plus quand on traverse comme ça, c'est une période entre guillemets de transition. C'est vraiment beaucoup de conseils très très utiles que tu as donnés là. J'espère qu'on a eu pas mal de monde. Et tu as abordé la notion de il y a un écho. Oui, je ne. Ah, tiens, c'est étrange. Oui, j'ai entendu un écho, puis maintenant ça a l'air d'aller. Oui, ça va mieux aussi. Ouais. Ok, je sais pas. Okay. Tu as abordé la notion de cododo. Oui. Et justement, j'allais t'interroger à ce sujet, mais plus tard, mais on l'aborde maintenant aussi, comme ça. Oui, avec plaisir, oui. Alors, je vais essayer d'enlever mon micro pour voir. Voilà. Alors, je vais voir si encore cet écho. Toujours là. Bon. Je n'ai rien changé, donc je ne sais pas. Oui, pareil ici, écoute, c'est la technique. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça et en espérant que ça ne soit pas trop, que ça reste OK pour l'écoute des auditeurs. Donc oui, par rapport au cododo, c'est aussi une crainte qui limite certaines personnes et c'est une question qui est revenue dans les questions, les remarques que j'ai reçues pour préparer ce numéro. Des parents justement qui n'osent pas avoir de relations sexuelles pendant que l'enfant dort dans la chambre parce qu'ils ont cette crainte de est-ce qu'il nous voit, est-ce qu'il nous entend, et donc ça les retient. Comment partager donc cet amour malgré ces craintes. Tout à fait. D'abord, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a une crainte, c'est qu'il est peut-être un moment de s'interroger finalement sur d'où vient cette crainte et pourquoi est-ce que j'ai peur et qu'est-ce qui me fait peur en fait dans la sexualité. Si voilà, j'ai l'enfant qui est à côté, est-ce que c'est parce que j'ai peur qu'il pourrait entendre, interpréter, comprendre, enfin voilà. Donc c'est tout ça. Et donc moi, je pars du principe à partir du moment où c'est quelque chose, voilà, qui fait peur, etc. Et bien alors, c'est autant essayer de trouver une autre alternative. Le tout, c'est que la sexualité, c'est un moment de partage, et quand c'est une sexualité qui est à deux, c'est un moment de partage à deux, en fait. Et donc, voilà,
c'est vraiment de se dire de quoi est-ce que j'ai besoin en fait, moi, pour vraiment être en connexion, être vraiment tout à fait dans une disponibilité et aussi une liberté en fait dans cette sexualité. Voilà, si le bébé est à côté, que du coup il commence à se réveiller, est-ce que je vais être dans cette disponibilité ou pas? Et donc en fait voilà, de se poser cette question et de pouvoir ainsi, j'en ai parlé dans la question précédente, pardon, pouvoir se rapprocher dans un espace érotique. Et donc, c'est se poser ça et se demander est-ce que le fait d'avoir un bébé à côté de moi, cet enfant à côté de moi, ben, va créer cet érotisme et cette sensualité dont finalement j'ai besoin en fait pour être dans cette liberté, dans ce plaisir et dans ce partage, dans cette disponibilité. Et voilà, donc moi j'aurais vraiment envie de pouvoir amener, je dirais, des personnes qui se posent ces questions à s'interroger par rapport aux besoins en fait qu'ils ont dans la sexualité et de se dire bah oui finalement c'est un moment de partage entre moi et mon ou ma partenaire et donc voilà comment est-ce que je peux créer un espace qui est propice à ce moment de partage qui nous regarde nous deux en fait. Ok, ouais, top, merci. Et alors, par rapport à l'allaitement, parce que c'est aussi quelque chose qui est important d'aborder dans la sexualité, puisque le sein est aussi, en tout cas, un organe sexuel. Bien et sûr. puis, finalement, bien voilà, c'est l'objet, on va dire, qui nourrit le bébé. Et donc, du coup, ça devient souvent, pour certains couples, très tabou. Et ça peut avoir donc un impact négatif sur la sexualité du couple, puisque certains couples refusent d'avoir des rapports sexuels pendant qu'elles allaitent. Parce que justement, elles veulent pas, voilà, cet organe-là, le servir à la fois pour la sexualité et pour allaiter. Donc, quelle est ton opinion à ce sujet? Et on entend aussi on entend aussi dire que l'allaitement est un moyen de contraception. Donc, pareil, est-ce que c'est le cas? Et puis, une chose que j'ai reçue aussi en préparant ce numéro, c'est plutôt une croyance, et je dirais notamment africaine, parce que j'ai reçu cette croyance de personnes africaines. Donc, il disait que pendant qu'on allait avoir des rapports avec un autre partenaire, que le géniteur rend le lait, du coup, nocif pour le bébé. Donc, voilà, je ne l'avais jamais entendu, donc je me suis dit, tiens, curieux, intéressant, posons la question. Il ne s'en suit rien, allons-y. Mais du coup, voilà, vraiment par rapport à l'allaitement et la sexualité, quels sont tes conseils aussi? Ok, alors par rapport à l'allaitement, donc en effet, tu as parlé de cette fonction sexuelle du sein et aussi de la fonction nourricière. Et donc c'est vrai que le sein, il a en fait 3 fonctions. Il a une fonction nourricière, donc qui est celle de l'allaitement, allaiter nos enfants. Il a une fonction narcissique, donc c'est aussi le regard que je pose sur moi, la notion de la rondeur, de la féminité. Et puis en effet une fonction qui est érotique, donc c'est-à-dire une fonction sexuelle, une fonction de plaisir. Et donc le challenge qui va se présenter dans l'allaitement maternel et donc le lien entre l'allaitement et la sexualité, c'est d'arriver à trouver une harmonie entre ces 3 fonctions. C'est-à-dire la fonction nourricière, la fonction narcissique et la fonction érotique. Et c'est vrai que parfois, eh bien, justement, il y a comme une discordance entre ces fonctions où certaines femmes se disent ça peut pas être compatible, en fait, c'est pas ok. Et donc c'est là où parfois l'allaitement peut en effet parfois être quelque chose de problématique dans la sexualité. Alors il faut déjà savoir que l'allaitement maternel, elle a un impact sur la sexualité parce que d'une part, elle rend le périnée moins tonique. Pourquoi? Parce qu'on remarque que les femmes qui allaitent, elles ont des taux d'œstrogène qui sont moins importants que les femmes qui n'allaitent pas. Et on sait que quand il y a une hypoœstrogénie, donc une chute d'œstrogène, le tonus au niveau du périnée a tendance à être de moins bonne qualité. D'accord? Et donc c'est vrai qu'on remarque par exemple que les femmes qui allaitent peuvent parfois avoir une rééducation du périnée qui parfois est un petit peu plus lente qu'une femme qui n'allaite pas.
D'accord? Donc, le périnée est important dans la sexualité, on l'a dit tout à l'heure, étant donné qu'il va agir notamment sur le plaisir et sur la sensation. Ouais. Et donc, il est possible, mais c'est pas d'office chez toutes les femmes qui allaitent, mais c'est possible que l'allaitement maternel puisse rendre le périnée un petit peu moins sensible pendant la période de l'allaitement maternel. D'où l'importance de faire cette rééducation. Okay? Alors, il faut savoir aussi que cette hypoœstrogénie, donc cette chute d'œstrogène, peut avoir également un impact sur la lubrification vaginale et entraîner une sécheresse vaginale un petit peu plus importante. Et donc, qui dit sécheresse vaginale dit aussi un risque d'avoir du coup des douleurs qui sont un petit peu présentes aussi de manière un peu plus importante. Et donc là, il ne faut pas hésiter à utiliser un lubrifiant de bonne qualité, évidemment, qui respecte tout à fait le pH vaginal chez la femme pour justement éviter en fait ces sensations de sécheresse. Donc ça, c'est quelque chose qui peut relativement être, je dirais, pris en charge par l'utilisation justement d'un lubrifiant. Alors, il faut savoir aussi que le sein, va pas forcément augmenter de volume. Le sein est un peu plus lourd, un peu plus tendu. Il est beaucoup plus sensible parce qu'il est dans une vasocongestion et donc la sensibilité fait que forcément ça rend plus sensible ça. Alors pour certaines femmes, ça va être hyper agréable parce que la sensibilité fait que ça va augmenter, ça va donner vraiment du plaisir et pour d'autres, ça va faire que le sein va être presque intouchable d'une certaine manière parce que la sensibilité est telle que c'est juste quelque chose qui est pas possible. Alors ça, c'est aussi important de le savoir. Et aussi, évidemment, comme lorsqu'il y a du plaisir, il y a déclenchement d'ocytocine. L'ocytocine est une hormone qui est super importante dans l'allaitement maternel parce que c'est elle qui permet d'éjecter le lait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque la femme est dans une activité sexuelle et qu'elle a du plaisir et qu'elle a un orgasme, elle peut avoir un déclenchement d'ocytocine qui va donc déclencher une éjection de lait. Donc, alors ça peut être évidemment quelque chose de hyper attractif, excitant pour la femme et pour l'homme, comme ça peut être quelque chose de tout à fait rédhibitoire, quoi, hein. Donc voilà, mais par contre, c'est important de le savoir que ça peut arriver et qu'il y a bien évidemment rien de honteux par rapport à ça et que c'est OK en fait que le sein émette du lait à ces moments-là. Mais voilà, mais je crois que c'est important de le dire, mais de respecter bien évidemment le vécu de chacun par rapport à ça. Et donc voilà, si c'est pas OK, je dirais pour la femme ou pour l'homme, eh bien voilà, c'est important bien sûr de le respecter. Alors pendant l'allaitement maternel, vous voyez, c'est tout un processus extrêmement hormonal puisqu'il y a d'autres hormones qui interviennent, qui est la fameuse prolactine. La prolactine est une hormone qui est vraiment antilibidinale, donc c'est une hormone qui induit une diminution du désir sexuel. Et donc c'est tout à fait logique puisque lorsque la mère doit allaiter, elle doit avoir son attention qui est complètement déplacée à 100% sur son bébé d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le décours de l'allaitement maternel? On va avoir au départ une production de prolactine. La prolactine est l'hormone qui va produire le lait. Ce n'est pas l'hormone qui va l'éjecter, c'est l'hormone qui va produire le lait. Donc, on va avoir la prolactine qui va d'abord se mettre en place pour produire ce lait, qui va faire que la mère va avoir son attention qui va être principalement ciblée sur la fonction, je dirais, nutritive pour son bébé. Et puis, au cours de l'allaitement, on va avoir progressivement, par une stimulation de bonne qualité, on va avoir une production de l'ocytocine qui va permettre d'éjecter donc le lait maternel. Okay. L'ocytocine, c'est une hormone qui n'a pas qu'une fonction d'éjection de lait, mais qui a aussi une fonction d'attachement. C'est vraiment une hormone qui intervient dans la sexualité et qui fait que on s'attache. Donc c'est vraiment l'hormone finalement de maternage, l'hormone de l'amour finalement. Et donc ce qui induit peut-être une sensation des plus enclines à aller vers la sexualité parce qu'elle va avoir ce déclenchement ocytocique qui va lui permettre d'aller vers ce désir sexuel. Donc c'est tout à fait logique qu'une femme, lorsque son bébé se réveille et qu'elle va devoir allaiter, ne soit pas du tout dans l'ouverture de la sexualité, mais que par contre, au fur et à mesure, je dirais, de la tétée, à la fin de la tétée, elle puisse sentir son désir
qui commence à s'allumer, je dirais, de manière un peu plus importante. Voilà. Et puis, bien évidemment, elle va avoir une disponibilité qui va se mettre en place, étant donné qu'elle ne va plus devoir forcément être 100% forcément avec son bébé. Donc, je pense que aussi le moment auquel on peut avoir un rapprochement sexuel par rapport au moment de la tétée est quelque chose franchement de super important. Ah oui, oui. Alors, oui. Mm. Oui, c'est super important. Mais alors, il faut savoir qu'il n'y a aucune contre-indication à avoir des rapports sexuels pendant l'allaitement. Alors, quand je dis pendant l'allaitement, c'est pendant la période d'allaitement. C'est pas au moment où la femme, elle fait le geste d'allaiter, évidemment. Bon, là, il y a pas lieu d'avoir une relation sexuelle. Ben, on peut se prendre dans les bras, etc. Mais il n'y a pas lieu d'avoir une stimulation des organes sexuels à ce moment-là. C'est bien sûr dans des périodes où il n'y a pas l'acte. Voilà, mais quand je parle de l'allaitement pendant la sexualité pendant l'allaitement, je parle de toute la période de l'allaitement. Hein, ça englobe toute la période, bien évidemment. Et alors, le partenaire, donc qu'il soit le géniteur ou pas le géniteur, quoi, j'ai envie de dire, le partenaire n'influence en rien la qualité du lait maternel. Donc en fait, il n'y a pas d'études qui ont été mises en place qui permettaient d'évaluer finalement le sperme et l'impact du sperme sur la qualité du lait maternel. Mais en tout cas, beaucoup d'études ont été réalisées et autres, en tout cas pendant notamment la sexualité, et on n'a jamais vu une modification de la qualité du lait maternel en lien avec le partenaire. Voilà. Donc, par rapport à cette éventuelle croyance de est-ce que le fait d'avoir une relation avec un homme qui n'est pas le géniteur de l'enfant peut influencer la qualité du lait maternel, moi j'aurais envie de me positionner en disant que ça n'a pas d'influence en fait sur la qualité du lait. Il y a d'autres choses qui l'influencent, l'alimentation, l'environnement extérieur, la fatigue, le stress. Ça par contre, ça va vraiment influencer les quantités, donc la qualité forcément aussi de l'allaitement, mais pas le choix, je dirais, du partenaire. Voilà. Alors, ce que l'on peut donc aussi conseiller, c'est, en tout cas pour ces femmes qui ont du mal justement à garder une harmonie dans les 3 fonctions qu'on a vues au départ, eh bien, c'est parfois elles vont morceler un peu leur corps et se dire, voilà, la partie du haut, en tout cas de manière voilà, ici provisoire, elle va peut-être être gardée pour le bébé, et puis alors tout le reste du corps peut être OK dans la sexualité. Et c'est OK, j'ai envie de dire, c'est l'envie de fonctionner comme ça. Voilà, il n'y a aucune contre-indication à fonctionner comme ça. Ça n'empêche pas que par après, le sein puisse reprendre cette fonction aussi érotique. Oui, tout à fait. Voilà, et puis alors, dans la question, hein, parce qu'elle prenait plusieurs points, la question que tu as posée, le moyen de contraception. Voilà. Alors, là, je vais nuancer assez fort cette réponse. Donc, l'allaitement maternel n'est a priori pas un moyen de contraception, sauf dans une situation, et c'est ce qu'on appelle la méthode MAMA, donc M-A-M-A, qui veut dire la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. Donc l'aménorrhée, c'est quoi? C'est une absence de règles. Donc les règles, c'est-à-dire c'est le retour de couche, hein, donc c'est quand les cycles menstruels se remettent en place. Donc cette méthode MAMA, c'est une méthode de contraception qui se fait à court terme, mais qui nécessite des règles extrêmement précises pour s'assurer. Et alors, elle a un taux comment dire, allez, qu'est-ce qu'on dit, une qualité de 98%. Donc, c'est vrai j'arrive plus à tomber sur le mot, mais donc le fait qu'elle est fiable, voilà, elle a une fiabilité de 98%, à partir du moment où elle respecte certaines règles. La première règle, c'est qu'il faut que ce soit un allaitement maternel exclusif, où il y a au minimum 6 tétées par jour, d'accord, donc en journée, d'accord, enfin, qu'il y ait 6 heures, non pardon, c'est 6 heures dans la nuit, pardon, qu'il y ait minimum 6 heures d'intervalle entre 2 tétées la nuit, et minimum 4 en journée, ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que la femme ait repris ses cycles menstruels, d'où le nom méthode d'allaitement et d'aménorrhée, sauf les pertes de sang, donc pas de perte de sang, sauf celle qu'elle a eue ou qu'elle a pendant le postpartum, d'accord. Mais il faut savoir que le retour de couche, bien souvent, donc le retour des règles, arrive à 6 semaines postnatales. Chez les femmes enceintes, ce retour de règles est parfois beaucoup plus tardif, où en effet, elles sont en aménorrhée beaucoup plus longtemps.
D'accord? Donc, en tout cas, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas eu une reprise de cycle menstruel. Et donc, pas de retour de couche. Et il faut que l'enfant, le nourrisson, ait minimum 6 mois. Okay. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc dans ce cadre-là, donc avec ces règles-là, on peut considérer que la méthode, l'allaitement peut être un moyen de contraception, mais vraiment en respectant scrupuleusement, je dis bien ça. C'est là, évidemment, où réside la difficulté dans cette méthode-là, c'est qu'en fait, comme je vous le disais, normalement, le retour de couche se fait à 6 semaines, mais chez des femmes qui allaitent, on peut avoir une aménorrhée qui dure plus longtemps. Et donc là, c'est problématique dans le sens qu'on ne sait pas exactement quand la femme va ovuler. Et que bien souvent, il est possible qu'elle ovule avant qu'elle n'ait eu des pertes de sang. Hein. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui pose, qui peut poser problème. Voilà. Donc voilà pour la réponse. Et sinon, et ça je pense c'est aussi peut-être quelque chose d'important, je vais balayer mais assez rapidement, c'est le type de moyen de contraception qui est OK pendant l'allaitement maternel. Il faut savoir que donc, le préservatif, bien sûr, est super OK. Et d'un point de vue hormonal, on ne peut ne prendre un moyen contraceptif uniquement progestatif. Donc c'est-à-dire une pilule ou un implant, ou les fameuses injections qu'on appelle les Depo-Provera, qui ne contiennent que de la progestérone. Il est tout à fait contre-indiqué d'utiliser des hormones un moyen contraceptif, œstroprogestatif, donc c'est-à-dire un moyen contraceptif qui allie les œstrogènes et la progestérone, parce que d'une part, ça a un impact sur la quantité du lait, mais en plus, ça augmente les risques de thrombose dans le postnatal. Il faut savoir qu'une femme enceinte et une femme qui accouche a des risques un peu plus élevés qu'une femme lambda qui n'est pas dans un processus de grossesse, d'avoir des thromboses au niveau des membres inférieurs, d'accord, parce qu'il y a un retour veineux qui est de moins bonne qualité de par la grossesse. Et donc, dans le postpartum, elle est toujours sous l'influence, je dirais, de la grossesse. Et on sait que les hormones œstroprogestatives ont également un impact sur les risques thromboemboliques. Et donc, on déconseille également pour ces raisons-là, dans le postnatal, de prendre des hormones œstroprogestatives trop rapidement. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même dans du postnatal chez une femme qui n'allaite pas, on ne va pas aller sur un moyen contraceptif œstroprogestatif trop rapide. On va d'abord aller sur une pilule juste à base de progestérone avant d'aller sur de l'œstroprogestatif. Voilà. Ok. On a beaucoup parlé d'hormones cette fois. Oui, la grossesse est très influencée forcément par tous ces statuts, ce statut hormonal. Oui, voilà. Tout à fait. Donc c'est assez important du coup d'avoir quand même un suivi après. Et du coup, oui, maintenant je comprends pourquoi parfois deux enfants sont proches. Ils ont 1 an d'intervalle ou à peine parfois 9 mois tout pile presque. Parce qu'on se dit ok, c'est bon, j'allaite, donc je peux y aller. Et en fait, surprise. Voilà, donc on peut y aller, mais sous certaines conditions. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, il faut vraiment les respecter, quoi. Voilà. Et c'est ça où parfois, c'est difficile de respecter. Donc là, il vaut mieux pas à ce moment-là, alors prendre ce moyen de contraception, évidemment aussi. Voilà. Oui, tout à fait, parce que du coup, j'ai envie de dire que on rentre dans des calculs et ça enlève quelque chose de naturel, je trouve finalement. Donc du coup, il vaut mieux utiliser d'autres moyens. Je pense que c'est peut-être plus facile et du coup très important d'en parler avec un professionnel pour bien choisir le moyen de contraception à utiliser. C'est très important tous ces conseils. Merci, hyper précieux. Merci Anne. Donc on arrive au terme de cet épisode. Et c'était vraiment très riche. Et on a, je pense, vraiment abordé pas mal de choses. Et je t'en remercie. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions qu'on a pu recevoir, enfin en tout cas qu'on a reçues, oui. Et j'espère à toutes les questions des personnes qui s'en posent et qui n'ont pas forcément réagi. J'espère que ça aidera. Et je dirais que s'il y a d'autres questions qui viennent, que les personnes n'hésitent pas à prendre contact avec toi. Alors tes coordonnées sont de toute façon
sur la fiche qui accompagne le podcast. Mhm. Et donc voilà, juste Anne, est-ce que tu peux parler rapidement? Donc tu consultes, donc éventuellement, est-ce que tu consultes en ligne ou est-ce que les personnes doivent se déplacer ou si une personne justement a besoin d'accompagnement ou est-ce que comment te trouver en dehors des coordonnées que je vais mentionner, mais surtout voilà, parce que il y a quand même parfois des distances à parcourir et tout ça. Donc juste une petite information. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, donc au-delà des cabinets dans lesquels je me trouve, qui se situent majoritairement dans la province de Liège, je propose également des consultations en ligne, mais ça c'est vraiment sur base de demande. Donc il n'y a pas possibilité de prendre des rendez-vous de consultation en ligne directement sur mon site internet, mais c'est vraiment dans certaines situations, voilà, qu'en effet il y a des difficultés pour pouvoir se déplacer, etc. Où là en effet c'est quelque chose tout à fait qui est possible, mais là il faut venir directement, je dirais, vers moi à travers mon adresse mail. Et voilà, et on peut en effet définir un moment, voilà, où on peut se voir, en effet, en distanciel, comme on dit. Voilà. Super, super, merci encore infiniment. Et bien, il ne me reste plus qu'à souhaiter donc à nos auditeurs une magnifique journée. Aujourd'hui, elle est pluvieuse. En tout cas, au moment de l'enregistrement, elle est pluvieuse, mais la pluie nourrit la terre aussi. Donc, je souhaite à tout le monde une journée merveilleuse et remplie de belles choses. Merci à tous pour votre écoute, en tout cas, et passez une très belle journée. Oui, à bientôt. À bientôt.